Le père le plus hilarant et immature qu'un garçon puisse souhaiter. Mon Dieu, c'est tellement injuste. Un vrai dégénéré qui travaille dans une école primaire. Heureusement que vous êtes arrivés. Ce garçon essayait d'abuser de moi. Un garçon de 9 ans a broyé les parents décédés de son ennemi pour en faire du chili. Je t'ai fait manger tes parents? Une sorte de créature mi-ours, mi-homme cochon, ou peut-être un homme ours cochon. Des parents horribles, des policiers corrompus, des étudiants ultra politiquement corrects, cette petite ville de montagne du Colorado regorge de personnages excentriques. Aujourd'hui, nous allons classer tous les personnages de South Park, du plus vertueux au plus maléfique, en commençant par le plus noble et terminant par le plus maléfique. Ces personnages font partie des gentils, et la médaille d'or de la bonté revient à un personnage que nous n'avons pas vu depuis un moment. Il s'agit de Big Gay Al, qui porte bien son nom en étant stéréotypé du début à la fin. Il est joyeux, optimiste, ridiculement positif et flamboyant, mais comment ne pas l'aimer? Justement pour toutes ces raisons, il a aussi un grand cœur, comme on le voit lorsqu'il dirige un refuge pour animaux réservé aux animaux gays, qui ont été rejetés par des propriétaires intolérants. Et il divertira même les soldats en interprétant sa célèbre performance « Je suis super » dans South Park. Bigger, longer and uncut. Peu importe le type d'adversité auquel Big Gay Al est confronté, il ne se laisse jamais abattre et préfère éduquer plutôt que de se mettre en colère ou devenir hostile. Et la positivité que ce gars dégage suffit à lui faire remporter la médaille d'or du personnage le plus gentil de South Park. Ce qui nous amène à la médaille d'argent de la bonté qui doit revenir à Leopold Stotch. Attends, qui ? Mais vous le connaissez sûrement mieux sous le nom de Butters. Contrairement aux autres enfants plus cyniques et grossiers, il agit comme un enfant de son âge. Il est joueur, gentil, naïf et toujours prêt à aider ceux qui l'entourent. Sa nature joueuse et naïve lui attire souvent des ennuis puisqu'il est plus vulnérable à la manipulation, surtout de la part de Cartman. Butters, lorsqu'il n'est pas manipulé pour partir dans des missions folles, est un enfant bien élevé qui cherche constamment à s'améliorer dans ses études et son comportement. En fait, il a tendance à se répéter sans cesse qu'il doit apprendre à bien se comporter. Dans l'ensemble, Butters est sans aucun doute l'un des meilleurs personnages de South Park, mais il n'est pas sans casier judiciaire, même si l'on peut considérer que ses délits sont involontaires ou dus à la manipulation. Il peut parfois être méchant, notamment lorsqu'il se moque continuellement de Kyle, élu garçon le plus laid de la classe. Eh, jolies oreilles. Ou Stan parce qu'il est riche quand son père achète des toilettes japonaises. Et puis il y a aussi le professeur K.O. Lorsqu'on voit son alter ego inoffensif comme un mécanisme d'adaptation, il est facile de pardonner. Désormais, tu connais mon terrible secret. Très bien, si tu es gay. Butters, ça m'est égal. Sa négativité, c'était l'exception et non la norme, et Butters reste un gamin de bonne nature. Surtout en considérant la quantité énorme de traumatismes qu'il a subis au fil des années, à la fois de la part de ses parents et de ses camarades de classe. Les actions comptent plus que les mots, surtout s'ils sont étouffés. C'est pourquoi la médaille de bronze du bien revient à Kenny McCormick, l'enfant le plus malchanceux de la série. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Allez, combien de fois est-il mort? Kenny est connu pour son héroïsme, car beaucoup de ses morts dans différents épisodes étaient en réalité des actes de sacrifice héroïques. Souviens-toi qu'il a réparé le générateur de secours de l'hôpital Hellspace en utilisant son propre corps pour relier 2 fils, ce qui a entraîné sa mort par électrocution. Et la fois où il a brisé une coquille avec sa tête pour libérer Moïse de sa captivité, ce qui, encore une fois, a entraîné sa mort. Il nous a sauvés. Il a sauvé tous les Juifs. La mort la plus touchante était celle dans le film South Park, quand il souhaite que tout redevienne normal, sachant qu'il irait en enfer, ce qui n'est heureusement pas arrivé. Il est immédiatement allé au paradis et a été récompensé par une auréole, des ailes et une tonne de femmes nues. Kenny a prouvé son héroïsme, son amitié et sa loyauté fraternelle, même face à l'intimidation et aux moqueries. Il économise tout son argent pour offrir une poupée à sa sœur Karen, après avoir travaillé au City Walk. Impossible d'oublier tout ce qu'il a fait en tant que Mysteria. Et il montre aussi une grande loyauté envers ses amis Stan et Kyle. Dans l'épisode Jubilé, Kyle trahit Kenny en le dénonçant aux anciens. Ensuite, Kenny finit par sauver tout le monde en se sacrifiant, montrant qu'il n'est pas seulement un ami loyal, mais aussi une personne incroyablement indulgente. Malgré ses qualités héroïques, Kenny a aussi des défauts, notamment ses opinions vulgaires sur le sexe. Ta copine est une salope, mec. Un langage souvent explicite, et sa colère explosive qu'il dirige souvent contre Cartman pourrait être mal vue par certains. C'est surtout l'altruisme de Kenny, qui sauve le monde à la fin du film, qui le classe si haut. Maintenant parlons de Pip, qu'on a beaucoup oublié.
un peu le prédécesseur de Butters, sauf que, Pip est tout simplement nul. C'est encore un souffre-douleur, mais c'est un enfant bien élevé, ce qui explique sans doute pourquoi il a eu le surnom de pétomane. Pip apparaît généralement très passif, laissant les autres le frapper ou l'insulter sans se défendre. Quelle fête splendide! Malgré cela, il ne perd jamais son attitude positive ni sa nature généralement altruiste, même lorsqu'il trouve la mort. C'était parce que Pip essayait de raisonner avec Mesha Streisand. Et même si Pip est un personnage moralement bon, on ne peut pas dire qu'il nous manque parce qu'il est vraiment nul. Maintenant, énumérons quelques personnages de Noël, le Père Noël et Jésus-Christ. Nous les classons ensemble puisqu'ils sont tous les deux des icônes des fêtes qui répandent de la bonne humeur partout où ils vont. Cela va presque sans dire, le Père Noël est un gars jovial. Tout ce qu'il veut, c'est répandre l'esprit de Noël, même lorsqu'il est torturé en Irak. En tant que fils de Dieu, Jésus fait aussi partie du groupe de super-héros Super Best Friends, et il anime également une émission en accès public. Pour une raison quelconque, il fait le bien partout où il peut, et il va même jusqu'à sacrifier sa vie pour sauver le Père Noël et Red Sleigh. Leur amitié a beaucoup évolué car Jésus et le Père Noël se sont déjà affrontés dans le court-métrage The Spirit of Christmas. Ce court-métrage annonçait en fait la série. Ensuite, il y a Monsieur Mackey, le conseiller d'orientation de l'école primaire de South Park, connu pour sa tendance à se laisser marcher dessus. Monsieur Mackey est présenté comme une personne posée et sensée qui essaie vraiment d'exceller dans son travail. Il a assuré des cours de prévention contre la drogue et géré la classe de Monsieur Garrison jusqu'à son retour. Bien que Monsieur Mackey soit du genre à vouloir plaire à tout le monde et qu'il préfère souvent fuir la confrontation, il a lui aussi un côté sombre, qui est le résultat de traumatismes vécus dans son enfance. Quand on évoque ses tendances à l'accumulation, Mackey devient tout de suite passif-agressif et sur la défensive. Néanmoins, au moins les problèmes de Monsieur Mackey n'affectent généralement que lui-même, et ses défauts occasionnels sont pardonnables puisqu'il reste humain. Passons maintenant à Tolkien Black. Il s'appelle Tolkien. Oui, Tolkien, le seul nom qu'il ait jamais eu. Tolkien est présenté comme un jeune homme posé, calme et intelligent. Il n'a pas peur de défendre ses convictions et de s'affirmer. Il sait aussi tenir bon. Comme dans l'épisode Christian Rocard ou Dead Kids, où il a refusé de travailler avec Cartman à cause de ses stéréotypes. Tolkien fait aussi preuve de compassion envers les animaux, comme dans l'épisode Free Will X, où il aide Kyle et les garçons à sauver une baleine captive. Il est sensible comme on le voit dans l'épisode Here Comes the Neighborhood, où les moqueries des autres enfants l'ont fait se sentir exclu du groupe. Cela pourrait indiquer qu'il a une faible estime de soi et qu'il craint le jugement des autres. Il est aussi notable qu'à part Stan et Kyle, Tolkien résiste bien aux manipulations de Cartman, ce qui irrite fortement ce dernier. Cartman a malheureusement l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, et Tolkien s'est aussi montré très indulgent. Comme lorsqu'il pardonne immédiatement le fait que Stan ait cru pendant tant d'années que son nom était Tolkien. Bien que les enfants riches soient souvent montrés comme gâtés dans les médias, Tolkien donne beaucoup d'humanité au groupe de South Park. Passons maintenant à Stan Marsh. Stan est généralement présenté comme le plus sensible des 4 garçons. Par exemple, dans l'épisode Kenny meurt, il a du mal à voir Kenny dans son état maladif. Pourquoi Kenny est-il mon ami? Dans l'épisode Raisin, il sombre dans la dépression après que Wendy l'ait quitté pour Tolkien. Dans Funwithville, Stan est le seul à avoir totalement arrêté la viande quand il découvre que le veau est un bébé vache torturé. Stan semble être le plus moral du groupe, ce qui se voit dans ses actes héroïques dans de nombreux épisodes, comme dans Super Best Friends, lorsqu'il a aidé à combattre la secte suicidaire de David Blaine. Merci de m'avoir sauvé, Stan. Tu es mon meilleur ami. Et dans l'épisode où il accuse le médium John Edward d'être un imposteur. Il était aussi le seul à South Park à se lever et à aider les baleines et les dauphins qui étaient massacrés par les Japonais. Dans l'ensemble, Stan est un bon gamin qui ne cherche pas la bagarre sans raison. Mais quand il agit, c'est généralement pour aider quelqu'un dans le besoin ou découvrir quelque chose de sinistre, même s'il lui arrive parfois de se masturber à San Diego. Ensuite, nous avons Ike Broflovski, le frère adoptif de Kyle. Dans l'ensemble, Ike est un petit garçon typique qui idolâtre son grand frère. Il répète souvent les paroles de son frère et le suit à l'école. Il est aussi très intelligent pour son âge. Certes, Ike peut parfois être agressif, par exemple s'il est surpris à vapoter, prendre des pilules hormonales ou se moquer des enfants plus âgés qui jouent aux jeux vidéo au lieu de regarder PewDiePie. Mais cela reste rare. Et d'habitude, Ike est très bien élevé, amical, et il comprend souvent ses erreurs, comme lorsqu'il entame une relation avec sa maîtresse de maternelle. Mais passons à Kyle Broflovski. Sa personnalité est extrêmement similaire à celle de son meilleur ami. Comme Stan, Kyle 2 est considéré comme le gentil du groupe et il a des principes moraux solides et défend généralement ce qui est juste. Même s'il part généralement d'un bon sentiment, il se met souvent en colère quand on remet en question ses convictions. Cela a mené à de nombreuses disputes, principalement avec Cartman,
qui saisit la moindre occasion pour embêter Kyle. Kyle prend la plupart de ses décisions selon ses émotions, ce qui le pousse souvent à se laisser facilement entraîner dans des bagarres ou manipuler pour faire certaines actions, ce qui entraîne divers types de délits. Et donner des coups de pied à son petit frère pour s'amuser lui fait certainement perdre des points. Ensuite, nous avons Jimmy Vollmer. Jimmy est généralement un élève populaire et apprécié, principalement pour son attitude positive et son humour, qu'il utilise pour divertir les autres. Tout au long des épisodes dans lesquels il apparaît, on voit que Jimmy a de bons principes moraux et sait comment être un bon ami. Il accepte les autres et peut se lier d'amitié avec n'importe qui, ce qui explique pourquoi on le voit toujours dans différents groupes d'amis. Cependant, au fil de la série, malgré son attitude amicale et pleine d'esprit, il révèle un côté plus sombre, surtout lors de ses premières apparitions. Il a pris beaucoup de stéroïdes pour gagner aux Jeux Olympiques spéciaux et s'est énervé contre Christopher Reeves qui détournait l'attention des handicapés de naissance. Il finit par comprendre ses erreurs. Il y a de la place pour plusieurs personnes compétentes chez les scouts et globalement, c'est l'un des enfants les plus positifs et amicaux de la classe. Mais parlons de Tweek. Bien qu'il sourie ou soit positif rarement, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ce gamin est juste beaucoup trop surcaféiné maintenant, il n'est pas très fiable, principalement à cause de son état mental, mais il est là pour ses amis quand il le faut vraiment. Par exemple, il a sauvé ses amis de Steven Spielberg en braquant un lance-roquettes sur le réalisateur. Tweek est aussi quelqu'un de très indulgent, au point d'entamer une relation avec Craig, malgré le fait qu'ils se soient battus l'un contre l'autre dans un épisode précédent de la série. Ensuite, il y a Chef. Le cuisinier de la cafétéria de l'école primaire de South Park est largement connu pour sa personnalité décontractée et pour être en quelque sorte un modèle pour les enfants. Stan, Kenny, Eric et Kyle vont souvent le voir pour lui demander conseil sur divers sujets. Chef mène également un style de vie plutôt hédoniste. Il aime consommer différents types de drogues et adore être en compagnie de femmes. Il est généralement ouvert sur ce qu'il fait et ne ressent aucune honte quant à sa façon de vivre. C'est une bonne chose, bien sûr, mais parfois, il est un peu trop ouvert sur certains sujets. Par exemple, dans les premières saisons, Chef répondait aux garçons à toutes leurs questions sur des sujets plus adultes, ce qui est évidemment assez irresponsable vu leur jeune âge. Malgré tout, Chef reste l'un des adultes les plus posés et calmes de la série, et il s'oppose souvent aux idées farfelues. Sans parler du fait qu'il a aidé à sauver South Park et même le monde entier de catastrophes à de nombreuses reprises. Il faut préciser que nous n'avons pas pris en compte le monstre que ce petit club fruité a fait de lui lors de sa dernière apparition, car il avait été soumis à un lavage de cerveau. Cependant, nous allons décerner à Chef la médaille du pêcheur de luxure en raison de ses nombreuses chansons sur le fait de faire l'amour avec des femmes. Parlons maintenant du père Maxi. Le prêtre de la ville se montre altruiste et sincèrement préoccupé par la protection des enfants contre les dangers potentiels de l'église catholique corrompue. Il refuse même de quitter South Park car il craint qu'un autre prêtre prédateur puisse prendre sa place, même lorsque tous les habitants de South Park se moquent de lui. Il finit par apprendre à accepter les moqueries et à tenir bon, sachant que s'il ne le faisait pas, sa place reviendrait à un prêtre catholique plus corrompu. Cependant, il est aussi hypocrite, défendant des opinions puritaines alors qu'il a eu des relations avec des femmes comme la mère de Cartman. Oh, pardonne-moi, Père Céleste. Nous ne lui en voudrons pas trop, car presque tout le monde a eu des relations avec la mère de Cartman. D'abord, il y a eu Pip, puis Butters, puis Scott Malkinson, un autre souffre-douleur désigné par ses camarades. Scott Malkinson est connu pour sa voix drôle et le fait qu'il soit diabétique. Je suis Scott Malkinson, diabétique. Ses camarades de classe utilisent ces caractéristiques pour se moquer de lui. Tout comme Butters et Pip, Scott Malkinson est généralement un enfant bienveillant et respectable qui se défend rarement ou devient trop cynique. Vraiment, que peut-on dire de plus sur lui à part « Je suis Scott Malkinson, j'ai le diabète ». Ensuite, nous avons Timmy Birch. Timmy est généralement perçu comme une personne enjouée et positive, appréciée et acceptée à l'école. Souvent, il traîne avec son meilleur ami et ancien ennemi, Jimmy. On ne peut rien dire de mal sur Timmy, à part qu'il peut succomber à la jalousie assez facilement. Dans le premier épisode de Jimmy, Timmy est très jaloux et tente de l'évincer. Finalement, ils se réconcilient et deviennent amis, mais leur relation reste tendue. Dans Plus vite que son ombre, Timmy apprend que Jimmy prend des stéroïdes pour gagner aux Jeux Olympiques spéciaux. Même s'il était profondément déçu par son ami, Timmy lui pardonne lorsqu'il s'excuse, ce qui montre qu'il est très indulgent. Puis vient le tour de Monsieur Esclave. Oh Jésus-Christ! Le mari actuel de Grand Hal est l'ancien petit ami de Monsieur Garrison. Contrairement à l'avis général dans l'émission, Monsieur Esclave est censé cultiver et sage. On le voit donner de bons conseils dans de nombreux épisodes, comme dans Stupid Spoiled Video Playset,
où de jeunes filles essaient d'imiter Paris Hilton en se comportant de façon incroyablement inappropriée lorsque Wendy vient le voir. Clairement confuse sur quoi faire, Monsieur Esclave lui conseille d'abandonner ce mode de vie, sachant par expérience que cela la rendrait malheureuse. Certes, mettre Paris Hilton dans son derrière, c'était un peu exagéré. Ça va un peu trop loin, mais son intention était bonne, alors on lui pardonne. Ensuite, par notre restaurateur préféré de South Park, Liu Kim. Certes parfois colérique, mais franchement, il a assuré comme personne. Quand la ville lui a demandé de protéger la cité contre les ravisseurs. Je veux dire, il a construit tout un mur tout seul, et il a même repoussé ses fichus mongols. En gros, Kim est le grand guerrier et défenseur de South Park. Cela dit, il a aussi montré une profonde haine envers les Japonais, et il essaie de tuer le propriétaire du City Sushi. Dans cet épisode, on apprend que Liu Kim est en réalité le docteur William Janis, atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, où Liu Kim domine depuis longtemps. Bien que certaines de ses personnalités puissent être un peu sombres, le docteur Janis essaie d'être utile à la fois en tant que propriétaire de restaurant et en tant que thérapeute. Donc nous pensons qu'il mérite une place dans une bonne catégorie. Nous allons maintenant ajouter le docteur Mephisto. Bien qu'il soit responsable de toutes sortes d'expériences démentes que beaucoup considéreraient comme des abominations aux yeux de Dieu, nous dirons que le docteur semble avoir de bonnes intentions dans la plupart de ce qu'il fait. J'ai créé des choses qui vont changer le monde pour le mieux. Voici un singe avec 4 culs. Il prend plaisir à aider les autres et se préoccupe toujours des problèmes de ceux qui l'entourent. Dans la plupart des épisodes où il apparaît, les personnages viennent le voir pour demander de l'aide, qu'il est heureux de fournir. Et il est certainement capable d'éprouver des remords pour ses expériences qui tournent mal, par exemple les dindes génétiquement modifiées. Mais parlons de Clyde Donovan. Clyde semble être l'un des garçons les plus gentils de la classe et avoir une meilleure moralité que ses camarades. Dans un épisode intitulé « La fillette », Clyde est le seul élève à défendre Stan et à le protéger d'Eric, son harceleur. Cela montre qu'il résiste à la pression et fait preuve de plus d'empathie que ses camarades. Même quand Clyde est élu le plus mignon de la classe, il témoigne de la sympathie à Kyle, supposé être le plus laid. Clyde peut sembler moins sympathique à d'autres occasions, comme lorsque sa version future a refusé de se faire vacciner contre le Covid par égoïsme. Mais d'une manière générale, il a bon cœur. La prochaine place revient à la principale Victoria. Bien qu'elle ne soit pas le personnage le plus important de la série, il faut noter qu'elle s'oppose généralement aux idées immorales ou stupides des autres personnages. Et elle est prête à signaler à l'avance qu'une chose risque de finir en catastrophe. Il lui arrive aussi parfois d'encourager d'autres élèves à se battre pour ce en quoi ils croient, comme lorsqu'elle encourage Wendy à tenir tête à Cartman qui se moque du cancer du sein. Maintenant, nous avons l'agent Barbrady, le policier le plus inutile de South Park. Barbrady est extrêmement incompétent dans son travail et aggrave souvent la gravité de l'affaire qu'il enquête. Il est très stupide et illogique et a tendance à recourir inutilement à la force pour régler ses problèmes. Tu dois le viser à la tête. Il tombe plus vite. Pourtant, il a aussi un côté compatissant. Après avoir été renvoyé de la police, il promet à sa chienne de trouver un autre travail pour payer ses médicaments. Et toute son incompétence ne vient pas d'une mauvaise intention, juste de sa stupidité. Et enfin, pour compléter la section des gentils, il y a Leanne Cartman, la mère d'Eric Cartman. Historiquement, Leanne est généralement présentée comme une mère surprotectrice et gentille, qui se plie en 4 pour faire plaisir à son fils, qu'elle a trop gâté. Pour y gâter, et elle est aussi incroyablement volage. Bien qu'elle soit une mère surprotectrice et gentille, elle encourage aussi tous les mauvais traits de son fils. Mon petit Poopsikins est très sage, ce qui lui laisse tout se permettre. D'une certaine façon, elle est responsable de ce qu'est devenu Cartman. Et tout cela suffirait à la placer dans la zone grise. Mais la raison pour laquelle elle parvient à se hisser tout juste dans la catégorie des bons, c'est grâce à son évolution dans les saisons récentes. En gros, Leanne en a eu assez des bêtises d'Eric et elle commence enfin à s'imposer beaucoup plus face à ses frasques. Certes, c'est un peu trop tard, puisque Cartman est déjà un véritable monstre. Mais elle commence enfin à devenir une meilleure mère grâce à cela. Et cela dit, nous avons terminé avec nos bons personnages, donc il est temps de passer à un terrain plus neutre. Ces personnages se situent dans la zone grise. Et nous allons commencer cette section avec Sharon Marsh, la mère de Stan et Shelly, et la femme de Randy. Dans les premières 3 saisons, Sharon était présentée comme une mère aimante, mais sévère. Elle critiquait souvent Stan pour son langage grossier et l'encourageait à faire ses devoirs. Elle est aussi très protectrice envers ses enfants, allant jusqu'à commettre des crimes pour les protéger. Dans un épisode en particulier, elle a même enterré les corps de personnes qu'elle pensait que Stan avait tuées, afin d'empêcher Stan d'être accusé de meurtre. Personne ne va m'enlever mon bébé. Maintenant, c'est une action assez difficile à classer.
D'un côté, elle couvre un meurtre, de l'autre, elle fait preuve d'une véritable loyauté envers son fils et d'un instinct paternel protecteur. En plus, on va se montrer un peu indulgents avec elle parce que ça doit être difficile de gérer les pitreries de Randy tous les jours. Mais passons à Towelie. Il serait facile de négliger Towelie, étant donné qu'il est toujours défoncé ou qu'il essaie de l'être, Tu veux te défoncer? Tu veux te défoncer? ce qui le rend généralement apathique et inutile. Mais si on met ces cas habituels de côté, Towelie montre qu'il se soucie vraiment des autres. Il a sauvé la vie des garçons et prend toujours la peine de donner des conseils utiles liés aux serviettes, même si cela a tendance à agacer les gens. Towelie quitte vraiment la catégorie des bons dans l'épisode Crippled Summer, où il devient gravement accro à l'herbe. Towelie est aussi devenu sobre à South Park pour dire la vérité, mais cela l'a juste rendu plus en colère et agressif. Cependant, quand Towelie ne fume pas trop ou pas assez d'herbe, il est généralement un personnage assez positif. Ensuite, nous avons Monsieur Hanky. Le caca de Noël, aussi dégoûtant qu'il doit sentir, Monsieur Hanky incarne l'esprit de Noël, rendant visite à tous ceux qui ont assez de fibres dans leur alimentation. Son optimisme et son esprit festif font de lui un des personnages les plus positifs de la série, du moins au début. Mais tous ceux qui ont vu les derniers épisodes de South Park savent pourquoi Monsieur Hanky est dans une zone grise. Il a finalement été expulsé de South Park pour avoir pris trop de somnifères et publié des tweets offensants. Oh, allez, c'était une blague. Cela aurait suffi. Mais Monsieur Hanky devient aussi le principal méchant dans South Park Snow Day, où l'on découvre qu'il est à l'origine de l'hiver perpétuel. Howdy ho. À la fin du jeu, Monsieur Hanky comprend ses erreurs et se réconcilie avec les garçons. Mais ce n'est tout simplement pas suffisant pour le garder du bon côté. Ensuite, parlons de Craig, l'enfant le plus stoïque, cynique et sarcastique de la série. Et tu viens de me faire un doigt d'honneur? Non. Bref, Craig est réputé pour son apathie et son ton monotone en toutes circonstances. Ouais, si j'avais des roues, je serais une charrette. Il semble aussi être plus logique et mature que la plupart de ses camarades, étant souvent celui qui les reprend sur leur ignorance. Cela dit, son intelligence est éclipsée par son comportement pessimiste et son attitude grossière envers presque tout le monde qu'il rencontre. Il a l'habitude de faire un doigt d'honneur aux gens, parfois sans aucune raison. Cela dit, Craig n'est pas forcément un mauvais garçon, malgré son mauvais caractère. Et il devient même un bon petit ami pour Tweek, le réconfortant souvent lorsqu'il panique. Maintenant, cela peut sembler étrange, mais nous allons classer Satan ensuite. Vous vous demandez sûrement comment se fait-il que Satan ne soit pas le personnage le plus maléfique de cette liste? Eh bien, en réalité, même s'il paraît maléfique, il ne l'est pas totalement au départ. Et il finit même par devenir carrément bon. Il se montre parfois très compatissant et reste souvent émotionnellement vulnérable. Hé, Hitler, qu'est-ce qui ne va pas, petit gars? Oui, c'est le souverain de l'enfer et tout ça, et à un moment donné, il a même essayé de prendre le contrôle du monde d'en haut, mais nous avons commencé à voir de nombreuses fissures dans son armure. Il est seul et isolé, et il voulait vraiment seulement avoir une chance de trouver le véritable amour. Mais comme il a été banni pour régner sur le monde souterrain, malheureusement, ce n'était tout simplement pas écrit pour lui. Je suppose que je suis destiné à vivre seul en enfer. Et en réalité, ce n'est pas comme s'il avait demandé le travail qu'il a. Il semble qu'il voulait être à la surface seulement pour s'intégrer et se faire des relations, ce qui ressort clairement de sa chanson Là-haut, d'ailleurs géniale. Si tu analyses vraiment son personnage, son comportement maléfique n'est en fait qu'un rôle qu'il joue pour cacher ses propres insécurités. Pendant toute sa crise existentielle, il s'est lié d'amitié avec Kenny et a appris à s'affirmer. Satan accorde à Kenny un vœu, et en homme de parole, il retourne en enfer, même s'il n'y est clairement pas heureux. Et ce qu'il fait vraiment sortir de la catégorie des méchants, ou même des mauvais, pour le placer dans une position plus neutre, c'est le fait qu'il aide à sauver la ville de l'homme oursport et meurt en essayant. Ensuite, son esprit s'élève ironiquement au paradis. La prochaine est Heidi Turner. Heidi est l'une des filles populaires de sa classe, passant souvent du temps avec Wendy, Bébé et les autres filles. Elle est généralement gentille et amicale, même si elle a connu des phases de rébellion au début. Dans des épisodes comme Margarine, elle s'est ouvertement moquée de la nouvelle fille. Et lorsqu'on lui a reproché son comportement, la seule façon qu'elle a choisi de s'excuser a été de proposer à Marjorine une séance de relooking. Son principal défaut est son orgueil, ainsi que sa vulnérabilité à l'influence et à la pression des pairs, l'amenant à commettre des actes odieux comme pointer une arme sur Cartman. Elle refuse même d'admettre à ses amis qu'elle a eu tort d'être avec lui, même s'il est très évident que la relation est toxique et abusive. Malgré les conseils de ses amis, elle continue de sortir avec Cartman, qui manipule ses émotions et la rend de plus en plus mauvaise. Dans Les oursons de mousse, elle choisit de s'améliorer à la fin de la saison 21. Tu m'as contrôlé, manipulé, et tu as fait de moi ce que je suis devenue. Et même si elle n'a pas eu de rôle important depuis, on peut voir à travers ses apparitions en arrière-plan qu'elle semble devenir une meilleure personne.
Maintenant, ajoutons Daryl Weathers ici. Donc, il a des opinions discutables qui apparaissent périodiquement tout au long de la série. Il n'est pas très futé et il agit généralement sous le coup de l'émotion en fonction de ce qui se passe à ce moment-là. Mais bon sang, ils ont pris nos emplois! Au lieu de lui chercher un travail, on va lui donner la médaille du centre des paresseux. Ensuite, Wendy Testeberger. On peut décrire Wendy comme une personne éloquente, intelligente et mature, dont la jalousie et l'impulsivité prennent parfois le dessus. Globalement, c'est une personne correcte et souvent la voix de la raison pour Stan et le groupe. Elle est appréciée par beaucoup, à l'exception de Cartman, et pour de bonnes raisons. Elle est sympathique, gentille et dévouée à améliorer sa communauté. Wendy, très consciente des enjeux politiques pour ses 10 ans, effectue des recherches et écrit souvent des essais sur des thèmes politiques pendant son temps libre. Wendy est aussi une personne très empathique qui se soucie souvent de ceux qui l'entourent. Pourtant, même si elle est l'une des personnes les plus gentilles de la série, Wendy a elle aussi ses moments sombres, à cause de sa jalousie et de sa colère incontrôlable. Nous la plaçons aussi bas dans le classement principalement à cause de l'épisode de la saison 1, la rhinoplastie de Tom, où elle engage des soldats irakiens pour faire enlever la remplaçante Mademoiselle Hélène, la charger dans une fusée et l'envoyer directement vers le soleil. Au revoir, Mademoiselle Hélène. Juste parce qu'elle était jalouse d'elle et de Stan. Je lui ai dit... Ça ne lui ressemblait pas, surtout dans la saison 1, quand les personnages étaient moins bien définis. On peut pardonner Wendy dans une certaine mesure, mais vu l'extrême gravité, il faut la laisser dans la zone grise. Nous lui attribuons la médaille du péché d'envie, car sa jalousie l'a menée à commettre des actes horribles. Pour compléter notre zone grise, citons Terrence et Philippe. D'un côté, ils sont insupportables et insultants avec tous, quelles que soient les circonstances, mais de l'autre, ils apportent de la joie à des millions de personnes. Toute l'économie du Canada repose sur Terrence et Philippe. Donc même s'ils n'ont certainement pas beaucoup de morale, ils apportent tout de même quelque chose de bon dans le monde. Eh bien, à part avoir déclenché une guerre entre les États-Unis et le Canada. Mais pour leur défense, c'était une énorme réaction excessive de la part de parents moralisateurs comme la mère de Kyle. Terrence et Philippe apparaissent parfois arrogants, notamment lorsqu'ils se disputent ou réprimandent les sœurs Quiff pour avoir volé la vedette. La zone grise étant finie, il est temps de rejoindre le côté obscur. Ces personnages de South Park sont les méchants et maléfiques. La section des méchants commence par Randy Marsh, père de Stan et Shelly, dont la personnalité est haute en couleurs. Parfois, il peut vraiment être une personne intelligente, attentionnée et légèrement naïve. Mais à d'autres moments, il peut devenir un homme obsessionnel, agressif et immature qui ne se soucie de rien d'autre que d'obtenir ce qu'il veut. Tout le monde suit mon nouveau plan. Il peut être raisonnable quand il le souhaite, surtout dans les premières saisons, mais il cède souvent à sa colère et à son immaturité. Randy, comme la plupart des personnages de la série, a commis divers crimes: agression, incendie criminel, vol et conduite en état d'ivresse. Je ne bois pas en conduisant, je conduis pendant que je bois. Il n'a aucun problème à blesser gravement d'autres personnes. Dans l'épisode « La mauvaise passe », il est dit qu'il provoque souvent des bagarres et se fait arrêter pour diverses agressions. Mais pour sa défense, il pensait que c'était l'Amérique. Je croyais que c'était l'Amérique. Sa violence et sa cruauté sont montrées dans La Nuit des Sans-Abri, où il tue Glenn parce que, comme il l'a dit, Glenn commençait à agir comme un sans-abri. Randy est aussi un individu assez impulsif et égoïste, et son côté violent apparaît généralement lorsque quelqu'un fait obstacle à ses objectifs. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il est un père et un mari incroyablement irresponsables. Mais pour sa défense, il a généralement de bonnes intentions. Il est évident qu'il tient profondément à sa famille, c'est juste qu'il est lui-même essentiellement un grand enfant. Mon Dieu, c'est tellement injuste. La gestion de Tegrity Farms par Randy le place clairement dans la mauvaise catégorie. Surtout quand il tue Winnie l'ourson, couche avec une chauve-souris en Chine et devient Karen. Certes, il redevient Randy, mais ensuite il redevient Karen et continue à faire des choses ridicules. Donc ça ne compense pas vraiment tout. Ensuite, il y a Mimsy, un très grand enfant qui souffre d'un certain handicap mental. Mimsy est essentiellement l'acolyte du bien plus maléfique Nathan, dont nous parlerons un peu plus tard. Mimsy suit généralement les ordres de Nathan, même très maladroitement. Lorsque les deux prévoient de faire tomber Jimmy et Timmy, tais-toi Mimsy, même si on ne peut pas vraiment qualifier Mimsy de maléfique. Puisqu'il manque de jugeote, il n'agit jamais positivement. On devrait lui donner la médaille du pêcheur de Darwin, car ses actes viennent de son manque d'intelligence. Attends, j'ai compris. Tais-toi, Mimsy. Mais parlons de Ned et Jimbo, le duo de ploucs emblématique de South Park, encore plus que Daryl. Ils sont tous deux obsédés par les gros camions, la bière, les armes, la chasse et les explosions, leur personnalité reflétant bien leur passion. Très bruyants, excessifs et ridicules, ils ont tous deux un casier judiciaire chargé,
reflet de leur vie extrême. Ils ont été liés à des attentats à la bombe, à la contrebande, à des incendies, des émeutes et des évasions de prison, ainsi qu'à de nombreux cas de maltraitance animale. Chasser pour se nourrir n'a rien de mal, mais utiliser des explosifs sur des animaux de la forêt pour s'amuser, c'est bien plus sombre. Ensuite, il y a la mère McDaniels. La mère de South Park est souvent égocentrique et jamais prête à reculer, même lorsqu'elle a tort. Eh bien, je peux vous assurer que cela n'a absolument rien à voir avec la mafia japonaise. Elle dit franchement ce qu'elle pense de la ville, traitant South Park de dépotoir et dénigrant ses habitants. Elle ne semble pas se soucier des habitants et fait de la politique pour des raisons personnelles et égoïstes. Avant d'aborder son histoire d'amour, évoquons la vice-principale Strong Woman. Strong Woman est une femme forte et indépendante, qui fait de son mieux pour ne pas suivre les stéréotypes de genre, et qui fait aussi tout son possible pour empêcher les autres de les suivre. Elle est tellement indépendante qu'elle refuse toute forme d'aide, même lorsqu'elle souffre vraiment. Vraiment. Ses plus grands défauts sont son arrogance et son entêtement, à tel point qu'elle n'arrive pas à reconnaître pleinement Principal PC comme le père de ses enfants. Ils sont tellement politiquement corrects, comme leur père, quel qu'il soit. Pourtant, Strong Woman finit par devenir un peu plus détendue avec le temps, même si elle reste fidèle à son titre au final. Sa dépendance à son titre, jusqu'à se convaincre de choses fausses, lui vaut sûrement la médaille du péché d'orgueil. Maintenant, il y a Shelly Marsh, la sœur de Stan, souvent montrée comme très violente avec lui. Un jour, Shelly, je deviendrai plus grand que toi et tu regretteras ce que tu m'as fait subir. Elle l'attaque souvent pour des raisons apparemment futiles. Il est fortement sous-entendu que ce comportement est le résultat de sa faible estime d'elle-même à cause de son appareil dentaire. En gros, quand Shelly apparaît dans un épisode, son mauvais caractère est généralement mis en avant, ce qui ne laisse pas grand-chose d'autre à analyser concernant son personnage. Ensuite, il y a les enfants gothiques, toujours négatifs, blasés et critiques. Nous les plaçons aussi bas dans la liste car ils ont kidnappé le chef de la société des vampires de South Park dans l'intention de le tuer. Eh bien, s'il est un vampire, on devrait lui planter un pieu dans le cœur. Même s'ils ont décidé de ne pas le tuer, ils l'ont tout de même envoyé à Scottsdale en Arizona. S'il faut l'envoyer, ce devrait être l'endroit le plus horrible et misérable qui soit. Mais nous arrivons enfin à la mère de Kyle, Sheila Broflovski. Elle est souvent décrite comme une mère très protectrice, donnant fréquemment des leçons à ses deux fils sur leur comportement, même quand ce n'est pas nécessaire. Lâche cet ordinateur tout de suite. Et Sheila est aussi assez curieuse. Elle aime bien bavarder et se mêler de choses qui ne la regardent sûrement pas. Par exemple, quand elle a découvert que Gerald et Stuart McCormick étaient amis au lycée, elle a organisé une sortie de pêche entre eux deux, ce qui a fini par être un désastre. Je pensais que ce serait bien pour toi. Elle se met aussi très vite en colère, un trait qu'elle a transmis à son fils. On pourrait dire qu'elle a de bonnes intentions, mais ce n'est pas une très bonne excuse, étant donné que son personnage est devenu la personnification du puritanisme radical et de l'hypocrisie. Dans les premières saisons, en particulier dans le film où sa suffisance morale a contribué à déclencher une guerre avec le Canada, Sheila est souvent assez détestable. Quoi Je veux dire, elle tue carrément Terrence et Philip, même si apparemment elle change d'avis à leur sujet après que Kenny ait inversé les événements de la guerre. Mais passons à PC Principal, probablement le personnage le plus emblématique des saisons les plus récentes de la série. PC Principal est la parfaite incarnation de l'un des aspects les plus agaçants de la culture actuelle. Très dévoué à imposer un programme autoritaire et politiquement incorrect à l'école primaire de South Park. Pour rendre le monde meilleur, il a recours, de façon ironique, à la punition et à la violence pour atteindre ses objectifs. Son acte le plus cruel est de tabasser violemment Cartman dans les toilettes, le laissant presque mort. Pour le grave crime de ne pas employer un langage neutre en genre, utilises-tu exprès des mots qui montrent ton privilège masculin? Il est responsable du bizutage dans la fraternité PC Delta, ainsi que de cambriolage, de harcèlement et même de travail forcé d'enfants, en particulier lorsqu'il oblige Butters à surveiller les commentaires négatifs. Je suppose que j'en ai trop demandé à un seul gamin. Voici Gerald Broflovski. Durant des années, il était vu comme l'un des personnages les plus raisonnables de la série. C'est un avocat très instruit et un homme de famille qui compensait généralement le côté plus abrasif de Sheila. Avec le temps, nous avons remarqué des failles chez lui, comme son envie d'être un dauphin et de se défoncer à l'urine de chat. Regarde, Ike, ton papa est un dauphin. Mais cela semblait être l'exception à la règle, du moins. Mais c'était avant les événements de la saison 20, où il a été révélé que Gerald avait pris l'identité d'un troll sur Internet nommé Skank Hunt 42. Être un troll sur Internet est une chose, mais s'en prendre à des élèves d'école primaire en tant qu'adulte, et même pousser un athlète olympique au suicide,
C'était vraiment, vraiment extrême. Il a continué à troller tout au long de la saison. Et même s'il a finalement semblé arrêter, cela semble être davantage par instinct de préservation que par regret de ses actes. Peut-être que quelqu'un s'amuse juste à semer la zizanie et observer la panique générale. Passons au grand-père de Stan, Marvin Marsh. Lorsqu'il est présenté pour la première fois, on découvre sa vision déprimante de la vie. Il est plus qu'ennuyé par sa propre existence et souhaite mourir. Fais un vœu, papy. Je souhaite d'être mort. Après sa tentative de suicide ratée, il se tourne vers son petit-fils pour lui demander de finir le travail à sa place. Ce qui est incroyablement inapproprié et traumatisant à dire à qui que ce soit. J'ai tué mon grand-père quand j'avais ton âge. Sans parler d'un jeune enfant. Notre prochaine place revient à Bébé. Elle est un membre régulier du groupe de filles populaires, étant la seconde meneuse du groupe après Wendy Testaburger. Bien qu'elle soit généralement perçue comme une fille sociable, elle a une personnalité plus sombre que ses amis. Elle a toujours suivi les tendances, quelle que soit la nature de la mode. Elle est classée si bas à cause de l'épisode La Liste, où elle tente de tuer Wendy avec une arme à feu, mais tue accidentellement Kenny. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle tue Kenny. Elle a aussi tué Kenny avec un boomerang. Le pauvre gars n'a vraiment pas de chance. Passons à d'autres parents. Nous avons Carol et Stuart McCormick. Ce sont les parents très négligents de Kenny. Toujours ivres, ils se disputent avec tout le monde pour un rien et n'hésitent pas à se battre avec ceux qui les critiquent. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ces deux-là. Ils sont tout simplement aussi simples que ça. Est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Des stéréotypes de ploucs ivres et bagarreurs, ce sont de mauvais parents. Et alors que les parents de Kyle, Stan et Cartman semblent bien intentionnés, eh bien au minimum ceux de Kenny sont juste négligents et abusifs. Maintenant, jetons un œil à l'enfant handicapé pour qui personne n'a de la peine, à savoir Nathan. Nathan apparaît d'abord dans Up the Down Steroid, où il vend des stéroïdes illégaux à Jimmy, donnant ainsi une mauvaise première impression. Depuis, Nathan va de plus en plus mal et nourrit une forte rancœur envers Jimmy et Timmy, qui reçoivent plus d'attention que lui. Cela a conduit Nathan à essayer de saboter Timmy et Jimmy à plusieurs reprises, tout en poursuivant son trafic de drogue illégal, échangeant un compte Disney+ à Scott Malkinson contre de l'insuline. Le seul véritable ami de Nathan est Mimsy, qu'il bat et rabaisse à chaque occasion. Tais-toi, Mimsy. Et franchement, là, il n'y a rien de positif à dire sur Nathan, et le fait qu'il ait le syndrome de Down n'excuse en rien son comportement. Passons maintenant à Harrison Yates. En dehors de certains traits de caractère habituels comme l'incompétence et la stupidité, nous classons Harrison aussi bas. Principalement à cause de l'épisode Les Jefferson, où l'on découvre que Yates déteste tous les hommes noirs plus riches que lui. Si tu comptes donner tout ton argent, alors je suppose qu'on peut abandonner toutes ces accusations. Ce qui l'amène à les accuser de crimes qu'ils n'ont pas commis. Oui, car leurs cœurs sont remplis d'avidité et ils ont du caca dans l'âme. Dans l'épisode Le don incroyable de Cartman, il rejette également la science avérée comme la prise d'empreintes digitales et se fie plutôt au soi-disant pouvoir psychique de Cartman. Écoute, gamin, ne me fais pas perdre mon temps avec tes histoires d'échantillons et d'empreintes. Il ne s'en soucie pas si une institutrice de maternelle a une liaison avec un élève, tant qu'elle est canon. C'est sérieux. Retrouvons cet élève pour lui remettre immédiatement sa médaille du garçon le plus chanceux d'Amérique. Quand Man Bear Pig sème le chaos à South Park, Harrison blâme paresseusement les tireurs dans les écoles, puis rentre jouer à Red Dead Redemption 2. C'est sans doute l'adulte le plus corrompu de la ville, et sa direction du commissariat n'est une bonne nouvelle pour personne. Très rapidement, il faut qu'on parle de Skylar. Pas le personnage le plus mémorable, mais on le mentionne simplement parce qu'il est tellement ignoble. En mettant de côté le fait qu'il est un tyran égocentrique avec tout le monde qu'il croise, mais il a 22 ans et sort avec la sœur de Stan, Shelly, alors qu'elle n'a que 13 ans. Donc oui, ce type est vraiment dégueulasse. Juste au pied du podium, nous avons un ex-aequo. Les parents de Butters, Steven et Linda Stotch. Pauvre, Butters souffre de beaucoup de tourments mentaux, et la principale raison, ce sont probablement ses parents fous et abusifs. Steven et Linda n'hésitant pas à frapper physiquement Butters. Tu ne te rends même pas compte des ennuis dans lesquels tu es, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le punir pour à peu près n'importe quoi, et parfois aller beaucoup, beaucoup plus loin. Après avoir découvert que Steven l'a trompé avec des hommes, Linda a tenté de se suicider et de tuer Butters en se jetant dans une rivière. Chut, chut, ça va mon chéri, maman sera très bientôt avec toi. Ensuite, quand Steven et Linda croient que Butters est mort et revenu en démon. Dans un autre épisode, ils tuent un agent immobilier et laissent le corps à Butters pour qu'il le mange. Steven et Linda sont presque certainement les pires parents de tout South Park, et c'est tout dire. Qu'est-ce que nous devenons? Maintenant, notre médaille de bronze du mal doit revenir à l'être qui est moitié homme, moitié ours, moitié cochon. C'est bien ça, l'homme-ours-cochon. D'abord imaginé par Al Gore comme une créature fictive,
l'homme ours cochon apparaît pour la première fois en vrai. Lorsqu'il s'échappe du pays de l'imagination et tue de nombreuses personnes, y compris Kyle, bien que Cartman le ressuscite. Plus tard, l'homme ours cochon arrive à South Park et tue ou mutile de nombreux habitants, y compris Satan lui-même, ce qui pousse les garçons à réaliser qu'il est en fait un véritable homme ours cochon. L'homme ours cochon signe finalement un contrat, promettant de partir quelques années avant de revenir, prouvant ainsi sa capacité de réflexion et qu'il n'est pas un simple monstre sans cervelle. Plus tard, il provoque une sécheresse au Colorado avec Pippi, qui retenait la femme et l'enfant de l'homme ours cochon loin de lui. L'homme ours cochon tue Pippi et met fin à la sécheresse. À cause de cela. Avons-nous oublié de préciser qu'il symbolise le réchauffement climatique? Même s'il peut parfois se montrer plus doux, la destruction et les victimes causées par l'homme ours cochon le placent parmi les 3 pires personnages. Maintenant, la médaille d'argent du mal revient à Monsieur Herbert Garrison. Après avoir terminé notre analyse approfondie de son personnage, nous avons constaté qu'il a l'un des passés les plus sombres de la série, ce qui est très difficile à accomplir, puisqu'environ 90% des personnages ont déjà vécu toutes sortes de choses sombres. Monsieur Garrison est surtout connu pour son travail d'instituteur d'une classe de cours élémentaire 2e année, où il échoue presque toujours. En plus de son manque évident de connaissances sur les matières qu'il enseigne, Monsieur Garrison s'énerve rapidement et se défoule souvent sur ses élèves. Il a également montré qu'il était assez ouvertement raciste et intolérant tout au long de la série. Et ce n'est même pas le plus gros problème dans les premières saisons. Il a en fait essayé de s'en prendre à Eric Cartman et de l'abuser après l'avoir rencontré dans un salon de discussion, alors qu'Eric cherchait une personne plus âgée et plus mature avec qui traîner. Heureusement que vous êtes là. Ce garçon tentait d'abuser de moi. Ses traumatismes d'enfance et sa vision déformée du sexe sont responsables de nombreux mauvais aspects de sa personnalité. Il a des pulsions prédatrices, ce qui le place très loin sur l'échelle de l'immoralité. Au fil de la série, ce thème a semblé disparaître, mais il a évolué vers des relations extrêmement malsaines avec d'autres hommes. Nous devons remettre à Monsieur Garrison la médaille du péché de colère, car il s'insurge toujours pour diverses raisons qui l'énervent. Sans surprise, la médaille d'or du personnage le plus maléfique de South Park revient à Eric Cartman. Quelle surprise, n'est-ce pas? On savait déjà que même ceux qui suivent à peine la série sauraient qui est le personnage le plus méprisable de la série. Soyons honnêtes, ce gamin est littéralement le rejeton de Satan lui-même, sans aucun remords, empathie ou contrôle émotionnel. Le casier judiciaire d'Eric est long comme le bras, incluant tout, du vandalisme à la tentative de génocide. Il a commis des coups de couteau, agressions, blessures graves et drogué plusieurs personnes, mais s'en sort presque toujours sans réelles conséquences, juste une tape sur les doigts. Cartman est incroyablement égoïste et centré sur lui-même, et il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, même si cela signifie blesser les autres. Tu es vraiment une connasse manipulatrice. Cartman. Oui, mais je ne vais pas mourir. Dans l'épisode intitulé TMI, Cartman a été placé dans un groupe de gestion de la colère. Pendant son séjour, il a utilisé son iPhone pour envoyer plusieurs messages à la femme du docteur, alors que celui-ci cherchait à provoquer une réaction chez lui. Les messages étaient ignobles, incitant la femme du docteur à se suicider, ce qu'elle a fini par faire. En plus de faire du mal à d'autres êtres humains, Eric Cartman fait aussi du mal aux animaux. Dans l'épisode Douche Interraid, on découvre qu'Eric a cassé les pattes du chat de compagnie de Kenny. Il commet aussi souvent des crimes de haine, imposant souvent son idéologie aux habitants de South Park. Dans l'épisode Ginger Kids, il tente de faire éliminer les roux et manque d'y parvenir. La seule façon de combattre la haine, c'est avec encore plus de haine. La cruauté extrême et le comportement psychopathe de Cartman sont au premier plan dans cet épisode. Scott Tenorman doit mourir quand il fait tuer les parents de Scott, les découpe et les transforme en chili, qu'il sert ensuite à Scott lui-même. Tu aimes ça, Scott? J'appelle ça le chili de monsieur et madame Tenorman. Après avoir découvert le contenu du chili, Scott est traumatisé et fond en larmes. Et qu'Eric fait-il? Gna 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 gna, je t'ai fait manger tes parents. Peut-être l'acte de cruauté le plus dépravé de l'histoire de l'animation. Jésus-Christ, mec. Nous remettons à Cartman la médaille du centre de gourmandise, car, malgré ce qu'il veut faire croire, il est gros et n'a pas juste une forte ossature. Je ne suis pas gros, j'ai juste une forte ossature. Bon sang, c'est un sacré gros cul. Et nous devons aussi lui donner la médaille du péché d'avarice, puisque Cartman a inventé beaucoup de plans pour s'enrichir rapidement, qui lui sont finalement tous retombés dessus.